Bonsoir à tous. Au Niger, l'opposant Hama Amadou a donc été plébiscité par les deux factions de son parti, le MODEM, le Mouvement démocratique nigérien, principale formation d'opposition. Pour la présidentielle de 2021, un plébiscite malgré sa déchéance prononcée la semaine dernière par un juge. Ce plébiscite, on le disait, vient de deux ailes du parti qui ont chacune tenu le week-end dernier un congrès au nom de la même formation politique. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa. C'est fort de la décision de justice qu'il a demandé et qui déchoit Hama Amadou de la présidence du parti que Omar Noma, le président par intérim du mouvement démocratique nigérien, a organisé à Dosso un congrès ordinaire du parti. À la fin, il se fait élire nouveau président du parti et déclare apporter tout son soutien à Hama Amadou en vue de la présidentielle de 2021. Je réaffirme ici, devant vous tous, je me suis battu pour Hama Amadou. Je me bats encore pour Hama Amadou. Je me battrai pour lui. Mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi. Ce soutien, Hama Amadou dit ne pas le comprendre lorsqu'il s'adressait depuis son exil aux autres militants du parti, plus nombreux, qui se sont eux retrouvés à Niamey pour le congrès le même jour que celui de Dosso. Tous mes efforts pour comprendre la logique et la pertinence de ce soutien hors norme butent contre la raison et le bon sens. C'est donc comme si on rassurait la vache en lui disant qu'on l'a conduit chez le boucher pour son bien. Pourtant, l'adversité elle-même n'a pas encore réussi à me transformer en bête d'abattoir. Les organisateurs du congrès de Niamey, eux, n'ont pas formellement désigné un nouveau président pour le parti. Eux aussi annoncent que leur candidat à la présidentielle de 2021 reste Hama Amadou. Abdulrazak Idrissa, VOA Afrique, Niamey. On reste en Côte d'Ivoire où la 18e édition du Forum AGOA se tient à Abidjan avec 39 pays africains, les États-Unis et les entités régionales de la CEDEAO. Lancée en 2000 sous la présidence de Bill Clinton, l'AGOA vise la croissance et les opportunités en Afrique. Les États-Unis et l'Afrique subsaharienne veulent relancer leurs échanges commerciaux en berne depuis plusieurs années, malgré les larges exemptions douanières offertes par les Américains. Plus de précisions avec Blanche Sano. Pays hôte de la rencontre, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une aide américaine de 525 millions de dollars sur 5 ans pour son développement en marge du Forum de l'AGOA. Ce dont vise à soutenir la croissance et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main-d'œuvre. Mais dans l'ensemble, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne patinent. Selon les chiffres de l'agence de développement américaine USAID, après avoir quadruplé de 2002 à 2008, lorsqu'ils avaient atteint 100 milliards de dollars, ces échanges ont replongé jusqu'à 39 milliards de dollars en 2017. À l'issue de cette réunion, les deux continents espèrent relancer leur partenariat. Nous allons combiner les promesses de l'accord de libre-échange continental africain avec les nouvelles initiatives américaines visant à maximiser les potentiels du commerce américano-africain. Les États-Unis sont le troisième partenaire commercial de l'Afrique après l'Union européenne et la Chine. Le président ivoirien a lancé une invitation aux Américains à investir davantage en Afrique subsaharienne. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représentent à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. Le président Alassane Ouattara souhaite tripler les exportations de son pays vers les États-Unis de 1 à 3,5 milliards de dollars d'ici 2025, date où le programme prendra fin. La fusillade à El Paso samedi, dont le dernier bilan s'établit maintenant à 22 morts,
et commise par un présumé suprémaciste blanc, cela a de nouveau attiré l'attention sur ce que certains considèrent comme un discours polarisant du président Donald Trump sur les questions raciales. C'est un reportage de Brian Paden avec le récit d'Abdourahmane Dia. Au lendemain de la fusillade d'El Paso, dans laquelle le tireur s'en est pris à des migrants, les démocrates ont une nouvelle fois accusé le président Trump d'alimenter la tension raciale. Des analystes y voient une stratégie électoraliste. Je pense que ses partisans aiment le voir se battre. De son point de vue, si tu peux combattre l'opposition démocrate, cela ne peut que t'aider. Dernièrement, les attaques du président contre des parlementaires de couleur et la ville de Baltimore à majorité noire ont dominé l'actualité. La stratégie consiste à dominer le débat. Il pousse les gens à s'exciter sur tout ce qui le concerne. Il ne prête pas attention à ses échecs. Alors que les candidats démocrates débattent de sujets comme l'assurance maladie, le président Trump peint ses adversaires comme des socialistes radicaux qui vont détruire l'économie. Aussi, ses partisans aiment sa fermeté sur l'immigration, mais qui n'est pas sans conséquence sur le soutien qu'il pourrait perdre auprès de républicains modérés. Si cela devient un référendum sur Trump et son tempérament, il pourrait perdre certains républicains et des femmes qui pourraient bien aimer ses politiques, mais pas ses tweets. La réaction de l'électorat aux attaques à caractère racial dont certains accusent le président Trump sera déterminante lors des élections de 2020. Les tensions, on reste ici aux États-Unis, les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont été portées à ébullition lundi, éloignant la perspective d'un accord rapide entre les deux géants et faisant craindre un effet délétère sur une croissance mondiale déjà fragile. La Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a laissé chuter face au dollar lundi et une douzaine d'heures plus tard, les États-Unis ont officiellement accusé Pékin de manipuler sa monnaie pour s'arroger un avantage indu en rendant ses produits moins chers à l'exportation. Après l'action de Pékin, le yuan a franchi dans la journée le seuil symbolique des 7 yuans pour $1, le niveau le plus bas depuis 11 ans. La nouvelle, vue comme une escalade dans la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales, a provoqué une chute généralisée sur les places financières en Asie, en Europe et finalement ici aux États-Unis. Pour analyser cette actualité, retrouvons tout de suite le professeur Leonard Washington, autant pour moi, de Princeton University. Vous vous trouvez en ce moment au Chili. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, les États-Unis, on le disait, ont officiellement accusé Pékin de manipuler sa monnaie pour s'arroger un avantage indu en rendant ses produits moins chers à l'exportation. Y a-t-il quelque chose d'illégal dans cet acte posé par la Chine lorsqu'on est engagé dans une guerre commerciale? Non, pas du tout. Il n'y a pas. D'abord, merci de m'avoir interrogé. Il n'y a rien d'illégal. En fait, c'est un jeu que les deux puissances sont en train de faire afin de non seulement d'impressionner, de menacer l'autre et d'avoir un avantage psychologique. Donc, je pense que la logique économique de la dévaluation, elle se comprend. Donc, il n'y a pas de l'avantage psychologique. Il n'y a rien de mal à cela, donc. Alors, les marchés financiers ont connu une véritable secousse hier après ces annonces. Quels seraient à court ou à long terme les effets d'une guerre commerciale prolongée entre la Chine et les États-Unis et qui en souffrirait le plus? Bon, c'est la récession comme effet immédiat, la baisse de la croissance économique, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Maintenant, qui va en souffrir le plus, c'est pas clair du tout, parce que la Chine, les États-Unis, c'est le plus grand exportateur donc des produits chinois. Et de ce point de vue, la Chine pourrait prendre un coup. Maintenant, ce qui est clair, si la Chine continue dans la logique de la dévaluation, l'effet serait plus ou moins amorti, donc parce qu'ils pourront écouler leurs produits plus facilement dans les autres pays, notamment l'Europe, l'Amérique latine. Donc, du point de vue de qui va perdre, c'est pas clair, mais
tout le monde paie, en ce sens que la croissance économique au niveau des États-Unis et dans les pays, dans les autres pays du monde va chuter, quoi. Alors, nous n'en sommes pas encore à ce scénario catastrophe. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut ramener cette situation à la normale? Bon, il faut déjà dire que c'est difficile à dire ce qui pourra revenir parce que en fait, la logique de Trump n'est pas une logique économique, c'est une logique politique. Donc, l'économie américaine marche relativement bien. Donc, Monsieur Trump, le président Trump veut montrer à ses électeurs qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il résiste donc à l'hégémonie commerciale chinoise. Et donc, même les régions qui seraient les moins affectées par la guerre commerciale, c'est peut-être les régions où les partisans de Trump sont plus nombreux parce que c'est des régions qui sont en récession. Merci. Une crise monétaire frappe la République démocratique du Congo à Kinshasa. Les petites coupures des 50 et 100 francs congolais deviennent rares et les grosses coupures de 20 000, 10 000 et 5 000 francs congolais sont difficilement acceptées en circulation. Du coup, apparaît un groupe d'échangeurs de ces petites coupures qui changent un billet de 1 000 francs contre 800 ou 900 francs congolais en coupure de 100 ou 50 francs. La situation inquiète plus d'un à Kinshasa. Suivons le reportage de Francis Kabouya. Les transactions financières de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se mesurent sur un des éléments clés, le franc congolais. Cette monnaie nationale connaît une crise depuis l'injection de grosses coupures sur le marché. Ces grosses coupures de 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais sont les plus injectées, alors que celles de 50, 100 et 200 francs disparaissent. La rareté des petites coupures ne favorise pas les opérations de change chez des cambistes et autres commerces. L'absence des petites coupures nous mène une vie dure. Nous souhaitons que notre gouvernement, s'il y a moyen, arrête l'injection des grosses coupures. Nous voulons plus de petites coupures. Nous avons beaucoup de difficultés avec des clients. Parce qu'un client vient changer un billet de 20 $ et que moi j'ai ces coupures de 20 000. Il refuse de les prendre pour des problèmes d'échange ensuite. Sur certains points chauds de la capitale Kinshasa, les petites coupures se vendent à la sauvette. Avec des liasses de petites coupures de francs congolais en main, Papi Lioko se poste sur ce carrefour près du centre-ville chaque jour. Il propose à un prix légèrement élevé les billets de banque à valeur faciale faible aux transporteurs. Contre un billet de 1 000 francs, il remet 800 francs en coupure de 50 ou de 100 francs congolais. Nous achetons ces billets auprès des commerçants qui détiennent ces coupures de 100 francs. Je leur donne les billets des grosses coupures et ils me donnent en retour les billets de 100 francs que je ramène ici à l'arrêt de bus pour les revendre aux chauffeurs afin d'éviter les réclamations des passagers. Les billets de banque à valeur faciale élevée restent dominants sur le marché monétaire congolais. Une situation qui se justifie, selon cet expert, par l'incapacité de la Banque centrale du Congo à supporter le coût d'émission de ces billets. Si donc la politique monétaire d'injection des billets de banque dont la valeur est inférieure au coût de production est irrationnelle, cela veut dire que l'économie congolaise dans laquelle nous sommes en train de naviguer, elle est elle-même irrationnelle. C'est la monnaie nationale, le franc congolais, qui devient une gangrène. Et c'est même pour cette raison, que vous voyez une certaine préférence pour le dollar américain et les monnaies et autres monnaies étrangères. Si on veut y remédier, la voie est simple. Il faut rationaliser la politique monétaire. Dans l'attente de l'instauration d'une bonne politique monétaire par la Banque centrale afin de fournir à l'économie congolaise toutes les subdivisions de la monnaie, des petites quantités de la même valeur monétaire sont éliminées du marché. Cette situation occasionne une hausse de prix généralisée sur certains biens de première nécessité à Kinshasa. Direction le Tchad, où la situation des enfants démunis constitue un problème majeur pour la société. Une centaine d'enfants nécessiteux sont pris en charge par l'association culturelle Tchad Star. Depuis 4 ans, l'association se penche sur la situation des enfants de la rue et des jeunes démunis de N'Djamena. Les membres de Tchad Star organisent ainsi des danses dans les espaces publics comme moyen d'attraction. L'association s'efforce également de placer ses enfants dans des centres d'accueil. Suivant ce reportage d'André Kodmadjinga, notre correspondant à N'Djamena.
Ici, c'est le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis, une structure située dans le 7e arrondissement, la plus grande commune de la capitale tchadienne. Parmi les quelques 500 enfants et jeunes sensibilisés à travers la danse, une centaine dont l'âge varie entre 10 et 18 ans ont accepté d'être placés dans ce centre. Aujourd'hui, au centre, il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle, telle que la menuiserie, en mécanique, soudure et couture. Et aussi, il y a des enfants qui ont fait des écoles et ils ont abandonné à un certain temps, qui ont fait 3 ans dans la rue. Eux, on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Les jeunes rencontrés dans cette structure affirment avoir été victimes de maltraitance, de divorce et de négligence familiale avant d'être pris en charge par l'association. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas, ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Mon oncle qui m'a apporté, il m'a amené ici. J'ai resté avec sa femme là, elle me maltraite trop, je suis sortie dans la rue. La femme, elle dit qu'elle ne veut pas que je reste avec lui. C'est ça que je suis venue rester au centre de Knest. La représentante de l'UNICEF au Tchad qui a rendu visite à ces pensionnaires se dit émue du travail fait par cette association avec les moyens de bord. C'est un travail absolument remarquable, qu'ils prenaient en charge beaucoup d'enfants, qu'ils essayaient de faire une prise en charge de qualité, que c'est des enfants extrêmement vulnérables, qui atterrissent dans la rue suite très souvent à des problèmes familiaux. Et donc on voulait voir comment on pouvait contribuer éventuellement à les aider. Ces enfants ne viennent pas seulement de la rue de N'Djamena. Ceux fuyant la guerre de la secte Boko Haram au Cameroun et au Nigeria sont également hébergés dans ce centre. André Kodmadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Touchant. C'est l'heure des sports et Yacouba Ouedraogo est en studio. Yacouba, bonsoir. On commence par un transfert. Bonsoir John et bonsoir à vous amis sportifs. Effectivement, nous parlons du transfert aujourd'hui. Vaïd à la tête de la sélection marocaine, ce n'est plus qu'une question de jours. Selon le site marocain, le 360.ma, l'entraîneur bosniaque Vaïd Halilović va succéder au Français Hervé Renard à la tête des Lions de l'Atlas. Le journal en ligne indique qu'une première réunion va se faire entre la Fédération marocaine et l'ancien entraîneur de Nantes. Le nouveau sélectionneur va être officiellement présenté à la presse après la fête de Tabaski. Ancien sélectionneur de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, Vaïd Halilović est connu pour son amour pour le travail et sa rigueur. Et puis, Harry Maguire devient le défenseur le plus cher de l'histoire. Le défenseur international anglais de Leicester s'est engagé avec Manchester United pour les 6 prochaines saisons. Et selon les médias britanniques, le joueur de 26 ans est devenu le défenseur le plus cher du monde avec un montant de transfert de 87 millions d'euros. L'arrivée de Maguire à Manchester United efface des tablettes les records des Néerlandais. Matthijs de Ligt passé de l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin pour 75 millions d'euros, plus 10,5 millions de bonus en juillet. Et Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool pour 75 millions d'euros également. Débarqué en 2017 de Hull City, Harry Maguire compte 69 matchs de Premier League sous le maillot de Leicester. Et pour finir, Wayne Rooney quitte Washington pour Derby. La légende anglaise s'est engagée avec Derby County comme entraîneur-joueur à partir de janvier 2020, selon le club de 2e division anglaise. À 33 ans, Wayne Rooney, qui évolue actuellement ici au DC United, rejoindra les Rams pour 18 mois à l'issue de la saison de MLS. Il fera partie du staff de l'actuel entraîneur du club, Philippe Cocu, en place depuis le départ de Frank Lampard à Chelsea. Rooney sera chargé du développement des jeunes joueurs issus du centre de formation qui progressent vers l'équipe première. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Parlons à présent du paludisme dont les médicaments censés le guérir deviennent de plus en plus inefficaces. C'est notamment ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Voyons cela dans ce reportage d'Henri Richwell, repris ici par Irénée Herman Umbo. L'étude révèle que le parasite Plasmodium falciparum, responsable de la forme la plus meurtrière de paludisme, devient résistant aux médicaments de premier choix, le DHAPipérakine. Les patients observent une baisse d'efficacité d'environ 50% et même plus dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est.
Les chercheurs indiquent que la situation est si critique que le traitement ne devrait plus être pratiqué au Cambodge, au Vietnam et dans le nord-est de la Thaïlande, car il est inefficace et contribue donc à augmenter la transmission de la maladie. Pour eux, il faut envisager de nouveaux traitements. À ce stade, il serait peut-être opportun d'examiner si nous devrions ou non rassembler différentes nouvelles classes de médicaments afin que, lorsque le problème commence à s'aggraver, on ait déjà une solution potentiellement efficace avec toute une gamme de médicaments. Une action urgente est désormais nécessaire pour éliminer le paludisme falciparum de la région, indiquent les chercheurs. Ils s'inquiètent ainsi de la propagation des souches résistantes du parasite dans d'autres régions d'Asie et d'Afrique, ce qui, selon eux, pourrait potentiellement engendrer une urgence sanitaire mondiale. Il faut juste un bateau avec des individus infectés ou une mare d'eau qui transporte les moustiques vers l'Afrique. Puis petit à petit, ce parasite se met en place. Des essais de vaccins antipaludiques sont actuellement en cours dans plusieurs pays africains. Mais les combinaisons de médicaments comme le DHA-piperakine demeurent vitales dans le traitement du paludisme, en particulier dans les pays dotés d'un système de santé médiocre. Depuis 2014, les progrès mondiaux contre le paludisme ont stagné. En Afrique subsaharienne, on estime à 219 millions le nombre de cas et à 435 000 le nombre de décès liés au paludisme en 2017, dont la plupart étaient des enfants de moins de 5 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.